Bonjour ou bonsoir, en fonction de l'heure à laquelle vous m'écoutez, et bienvenue dans ce premier épisode du Journal d'un ténor, saison 3. Alors, aujourd'hui, on va parler d'opérette, et plus précisément de comment je me suis retrouvé à en faire. Un concours de circonstances qui m'a fait découvrir Franz Lehár, Johann Strauss et surtout Jacques Offenbach. Bon, par où commencer ? L'opérette, c'est un genre comique de l'opéra, apparu au milieu du 19e siècle. Un savant mélange de chants, de dialogues parlés et parfois de danse. Les compositeurs les plus connus, me direz-vous ? Eh bien, Franz Lehár, avec La Veuve Joyeuse, Johann Strauss II, avec Die Fledermaus, la chauve-souris en français, mais n'oublions surtout pas le plus célèbre d'entre tous, Jacques Offenbach, avec ses centaines d'œuvres telles que La vie parisienne, La belle Hélène ou Orphée aux enfers. Peut-être que ces noms ne vous disent rien, mais si je vous fais écouter ça, vous reconnaissez forcément le French cancan du Moulin Rouge. Eh bien oui, c'est de Jacques Offenbach. Et ça vient justement de son Orphée aux enfers dans le fameux chœur du Galop infernal. Et puisqu'on parle d'Offenbach et d'Orphée aux Enfers, je vais vous raconter ma première production dans ce répertoire en tant que soliste avec la troupe Brin de Folie. Avant cela, j'avais déjà fait une production comme ténor de chœur dans La Grande Duchesse de Gerolstein, produite par Opéra Piano, une des troupes d'opérette de Strasbourg. Et ensuite, j'ai mis un peu ce répertoire de côté pendant quelques années, jusqu'au jour où un de mes collègues m'a proposé de reprendre son rôle. Et pas n'importe lequel, il s'agissait de Cupidon, habituellement chanté par une mezzo-soprano. Après une audition et une discussion avec la directrice artistique, j'ai commencé les répétitions. Il fallait apprendre les chœurs. Car oui, dans ce type de projet, les petits rôles de soliste chantent aussi les chœurs, tout en suivant mes études au conservatoire et mon job à temps plein. Heureusement, il n'y avait qu'une répétition par semaine et quelques week-ends de travail, donc c'était parfait pour moi. Mais ce que j'avais sous-estimé, c'était l'apprentissage des répliques. Et là, croyez-moi, c'était dur. Beaucoup ne le savent pas, mais je n'aime pas lire. Enfin, sauf quand ça parle de musique et certains romans policiers ou fantastiques. De base, je préfère les images aux mots. Oui, je vais me faire des ennemis où les personnes ne vont pas comprendre en se disant « Tu sais Julien, il y a tellement de choses dans la lecture qu'on ne voit pas forcément dans les images. Découvrir de nouveaux univers, voyager, bla 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 bla. Oui, d'accord, je sais, mais je n'aime pas lire. » Voilà, c'est comme ça, j'ai beau essayer, il y a des choses que je n'arrive pas à lire, tout simplement. Enfin bref, pour revenir à l'apprentissage des répliques, ça m'a clairement desservi. Apprendre mes 3-4 répliques était un vrai casse-tête. Je n'avais pas l'habitude de faire ça, je n'avais pas non plus l'habitude de faire du théâtre, donc je n'arrivais tout simplement pas à retenir mes répliques, ni celles de mes collègues. Parce que bien sûr, il fallait que je retienne aussi les leurs pour savoir à quel moment je dois rentrer pour donner la bonne émotion et le bon ton. C'était fastidieux, ça m'a pris beaucoup de temps, je crois même que la directrice artistique s'était parfois arraché les cheveux en me regardant galérer avec mes répliques, mais bon, avec un peu de volonté et d'entraînement, j'y suis arrivé. Puis vint la partie que j'adorais le plus, la mise en scène, le travail de mise en scène. Et là, je me sentais totalement dans mon élément. Entre mes productions passées à l'ONR et mes productions avec la maîtrise quand j'étais enfant, c'était un milieu que je connaissais déjà très bien. Et quand j'y repense, je crois que c'était mon premier rôle en tant que ténor, adulte, professionnel. Oui, je sais, ça fait beaucoup de mots pour décrire ce que je faisais, mais c'est important. La mise en scène était très drôle, très expressive. On devait surjouer car l'opérette, c'est avant tout de l'humour et de la légèreté. Imaginez un peu la scène. Eurydice et Jupiter. Jupiter qui décide de se déguiser pour séduire Eurydice. Et quel meilleur costume qu'une mouche. Oui, vous avez bien entendu, il se déguise en mouche. Oui, le petit truc qui vole chez nous, vous savez, qu'on voit partout et qu'on a envie d'écraser à tout instant. Et ben voilà, c'était son déguisement. Il comptait la séduire avec des bourdonnements suggestifs. Et que fit Eurydice, me direz-vous ? Elle était subjuguée par la belle mouche qui essayait de la séduire. C'était surréaliste. Et pourtant, peut-être l'un des duos les plus beaux que je n'ai jamais entendus dans l'opérette. À la fois léger, drôle, mais surtout passionné.
comme si réellement Eurydice était amoureuse d'une mouche. Ah. Et moi dans tout ça, en Cupidon, eh bien mon Cupidon était dragueur, fougueur aussi, mais peureux. Toujours à pleurer dans les jupes de sa mère, Vénus. Je devais à la fois être dragueur, peureux et farceur. Tout ce qui ne me correspond pas de base. Un espèce de bad boy, mais de bad boy. Vous savez, cette personne qu'on a déjà croisée dans la rue ou qu'on a déjà croisée en soirée, qui fait genre « ouais, t'inquiète, je sais ce que je fais », alors que non, pas du tout, et que ce sera le premier à ne pas assumer. Tout ça pour dire qu'il fallait que je trouve une nouvelle corde à mon arc, la comédie, que j'ai quand même beaucoup travaillé avec des amis, de la famille, pour être sûr d'interpréter de manière juste le rôle, tout en ayant le sentiment de juste surjouer un peu trop pour que au loin de la scène, on puisse reconnaître ce que je faisais. J'avoue y avoir pris beaucoup de plaisir. Parce que c'est du théâtre, parce que c'est du chant. Deux mondes qui, de toute façon, ne peuvent pas faire autre chose que s'entremêler. Donc j'étais complètement dans mon élément. À la suite de cette opérette, l'accueil du public fut exceptionnel. On a été applaudi, on a été standing ovationné aussi. Pour un petit projet comme ça, c'est quand même quelque chose, et surtout avec un staff génial. Des chanteurs qui, pour beaucoup, sont amateurs, mais passionnés par ce qu'ils font. Des solistes, pros et semi-pros, voire semi-amateurs, qui eux aussi se sont donnés à fond. Vraiment, une expérience que je n'oublierai jamais et qui m'a surtout donné l'envie de continuer à faire de l'opérette. Après cette production, tout s'est enchaîné. On m'a proposé d'autres rôles. Jean Poirot dans La Jolie Parfumeuse, avec 2 airs, un solo et un duo avec le chœur. Le Roi Cacatois dans L'Île de Tulipatan, une opérette d'à peu près 1 heure pour 5 rôles, tout aussi rocambolesques. Et enfin, dans Lérida, le vice-consul du Guatemala à Bois-Colombes, oui c'est un titre extrêmement long, pour une version française de La Veuve Joyeuse, donnée cette fois par Opéra Piano. Et c'est là que j'ai rencontré Marie Renaud. Et puis pour terminer l'année 2025 en beauté, j'ai eu la chance de chanter dans les chœurs de l'Opéra de Liège, Die Fledermaus, aux côtés de mes collègues jusqu'au début de la nouvelle année. Une manière incroyable de clôturer l'année sur les planches dans un chef-d'œuvre viennois entouré d'artistes formidables et d'une énergie festive. Et surtout, d'une mise en scène grandiose. En conclusion de cette expérience, l'opérette c'est un peu un genre que j'ai découvert par hasard, en devant en faire simplement. Avant ça, je ne connaissais que de noms avec des titres connus d'opérettes comme La Vie Parisienne ou La Belle Hélène. Mais j'ai tellement adoré cette aventure que je n'ai pas hésité une seconde à ajouter ce répertoire à mes auditions. C'est une façon de montrer ma souplesse vocale et de prouver qu'on peut passer du baroque au romantique et finir en train de danser le cancan. Et voilà, encore une nouvelle corde à mon arc qui me permet d'avancer dans mon parcours de chanteur. Et qui sait, peut-être qu'un jour ce sera moi qui chanterai Orphée sur scène.